Bonjour, tu as sûrement déjà entendu parler de collagène ou de kératine dans les produits de beauté, de l'hémoglobine dans le sang ou peut-être même de l'insuline pour les diabétiques. Et si je te disais que tous ces mots un peu compliqués font partie de la même et grande famille des protéines? Ensemble, dans une série de vidéos, nous allons explorer cette famille en allant de leur découverte jusqu'à leur absorption dans l'organisme. Alors pour commencer, je te propose un petit saut dans le passé, au 19e siècle, avec un chimiste hollandais, Gerardus Mulder, qui fut le premier scientifique à découvrir la protéine. On lui donne d'ailleurs cette citation: « Si une chose est sûre, c'est que je suis le premier à avoir montré que la viande est présente dans le pain et le fromage dans l'herbe. » Pour comprendre cette phrase, on va un peu s'attarder à ses travaux. Et en fait, Mulder a décidé d'analyser du sang, du blanc d'œuf et du blé. Il va y ajouter de la potasse caustique et du vinaigre pour acidifier. Et il en résulte une substance un peu blanchâtre qu'il appellera substance racinaire. Alors le point commun dans les trois cas, c'est que cette substance racinaire était composée de carbone, hydrogène, oxygène, azote avec quelques traces de soufre et de phosphore à des taux variables. Un chimiste suédois, Berzelius, va s'intéresser aux travaux de Mulder et va lui écrire une lettre en lui proposant un nom. Le nom qu'on connaît actuellement, protéine, qui vient du grec protos, de premier rang. Alors de premier rang, pourquoi? En fait, la protéine, c'est une molécule dite de première importance pour trois grandes raisons. Tout d'abord, son abondance. Si on regarde la constitution moléculaire d'un corps humain, on sait qu'entre 55 et 65%, il y a de l'eau. Mais en général, ce qu'on sait un peu moins, c'est que 15%, ce sont les protéines, 6% les lipides, et puis le reste. Donc les protéines détiennent la seconde place dans l'importance de la composition corporelle. Une autre grande raison de son importance, c'est la présence universelle. J'ai pris un corps humain, mais en fait on retrouve les protéines aussi bien dans les végétaux que dans les êtres vivants, les bactéries, etc. Et enfin, le point le plus important, c'est la diversité. Alors pour comprendre la diversité, on va un peu s'attarder sur la structure de la protéine. Voici une protéine schématisée. Donc ici, ce que j'ai entouré, c'est un acide aminé. L'acide aminé, c'est l'unité de base de ma protéine. Une protéine est en général représentée sous forme de collier de perles, et on peut dire que l'acide aminé, c'est une perle de mon collier. Alors j'ai agrandi et encore plus schématisé la protéine, parce que pour comprendre la diversité, il faut savoir qu'il y a 20 acides aminés qui vont rentrer dans la composition des protéines. Mais qu'une protéine, ça peut être un collier de perles allant de 3 perles jusqu'à des milliers de perles. Seulement avec les 20 sortes de perles différentes. Alors, rien que ici, je me suis un petit peu amusée avec mes 4 perles. Et voilà, pour te montrer qu'on peut les intervertir. Chaque combinaison différente va donner une protéine avec une fonction différente. Les protéines peuvent être divisées en deux catégories. Les holoprotéines, qui sont constituées à 100% d'acides aminés, le collier de perles classique, mais il existe également d'autres types de protéines, qui sont appelées les hétéroprotéines. Alors par exemple, la glycoprotéine, c'est une protéine avec un glucide. La métalloprotéine, elle contient un atome de métal. Donc ici, j'ai une molécule d'hème qui entre en jeu dans la composition de l'hémoglobine. Enfin, par exemple, la lipoprotéine, qui est une molécule qui permet le transport des lipides dans l'organisme. Voici en rouge les protéines qui la composent. Alors quand j'ai dit du coup diversité protéique, je t'ai parlé de fonctions. Et tout de suite, nous allons voir les plus grandes fonctions assurées par les protéines. Donc tout d'abord, la protéine de structure. La protéine de structure, elle va permettre à la cellule ou au tissu de maintenir une forme, une organisation spatiale. C'est le cas du collagène par exemple. Donc on retrouve ici le collier de perles qui va être schématisé sous forme de lacets. Et donc là c'est 2 protéines de collagène qui s'en mêlent. Là on en a encore plus jusqu'à former la fibre de collagène. Mais les protéines de structure, c'est également des protéines qui permettent au tissu d'avoir une résistance. C'est le cas de l'élastine. Donc si on prend un schéma de la peau, une peau saine, ici on a l'épiderme. Alors dans le derme, ici on retrouve les fibres de collagène qui sont maintenues par l'élastine.
Et donc c'est ce qui permet à la peau d'avoir cette organisation et cette élasticité. Mais si on reprend un schéma le même, mais d'une peau un peu plus vieille, on voit qu'il y a moins d'élastine et donc la résistance est moindre. Et là, on observe les rides qui se forment. Une autre protéine de structure connue, c'est la kératine, qu'on voit sous forme développée et qui forme tout simplement un cheveu, un poil, un ongle ou même une corne chez les animaux. Alors, on va ensuite voir une autre protéine très connue, ce sont les protéines de mouvement qui permettent en premier lieu la contraction musculaire. Alors ici, on a une fibre musculaire qui est composée de myosine et de actine. Ce sont les deux protéines du muscle. Lors de la contraction musculaire, l'emboîtement de ces deux protéines va se rapprocher. Donc on peut voir par rapport en dessous par rapport à au-dessus que l'actine, les fibres d'actine se rapprochent dans la myosine. C'est ce qui permet la contraction musculaire. Mais les protéines de mouvement, ce n'est pas que ça, c'est également ce qui permet le mouvement cellulaire. C'est le cas de la dinéine. Alors la dinéine, c'est la protéine qui compose les flagelles des bactéries qu'on peut voir en vue microscopique ici, mais également qui compose les flagelles des spermatozoïdes afin qu'ils atteignent l'ovule. Une troisième grande fonction, c'est la protéine dite catalytique, qu'on retrouve dans la littérature sous le terme de enzyme, qu'on reconnaît avec la terminaison en ase. Alors les protéines catalytiques, elles vont accélérer des réactions chimiques. C'est le cas de la lactase. Alors pour comprendre, on va prendre une brique de lait. Alors le lait, il est composé entre autres de lactose. Le lactose, c'est un disaccharide de glucose et de galactose, donc ils sont ensemble. Le lactose tel quel, il ne peut pas être absorbé dans notre intestin. C'est pour cela que l'on a de la lactase. La lactase représentée par le ciseau ici, car elle va venir couper mon disaccharide en glucose et en galactose. Ces deux unités séparément vont pouvoir être absorbées sans aucun problème. C'est pour ça qu'une personne dite intolérante au lactose, c'est une personne qui contient peu, voire pas du tout de lactase, et donc ce lactose va rester tel quel, sous sa forme initiale, et ne va pas pouvoir être absorbé ou très mal, et ce qui va provoquer ces petits troubles digestifs. Alors on a également les protéines dites de transport. Les protéines de transport, elles vont transférer des molécules vers l'intérieur ou vers l'extérieur des cellules. C'est le cas de l'hémoglobine, donc qu'on a nommé plus tôt dans la vidéo. Donc l'hémoglobine qu'on retrouve dans la circulation sanguine et plus précisément dans les globules rouges. Voilà les 4 M qu'on a vus plus tôt, donc qui forment mon hémoglobine que j'agrandis ici. Et l'hémoglobine, elle sert tout simplement au transport des gaz respiratoires des organes vers les poumons et inversement. Alors il y a également les protéines dites de signalisation. Elles vont permettre de convoyer une information d'un point de signalement jusqu'à la cellule cible. C'est le cas ici, j'ai pris comme exemple l'insuline. Alors l'insuline, comment ça se passe? Si tu ingères un repas qui contient des glucides, du sucre, ton taux de glucose dans le sang va augmenter. Et donc ce taux de glucose qu'on appelle glycémie augmente et tu es donc en hyperglycémie. Cette hyperglycémie va être perçue par le pancréas qui va sécréter et relâcher dans la circulation sanguine de l'insuline. Alors l'insuline, c'est une hormone qui va permettre au glucose de, tout premièrement, être stocké dans le foie où il sera stocké sous forme de glycogène. Mais également, et le plus important, il va permettre au glucose d'être utilisé par les muscles. Et enfin, en cas de gros excès, il va être transformé en gras et sera stocké sous forme de tissu graisseux. C'est pour cela que les diabétiques de type 1 sont des personnes qui ne sécrètent plus d'insuline et ils ont besoin d'une aide externe, donc les piqûres d'insuline, afin que le glucose soit utilisé. Sinon, ils sont continuellement en hyperglycémie et cela peut provoquer de gros dégâts. Une autre fonction importante qui est assurée par les protéines, c'est les protéines dites
immunitaires ou immunoglobulines. Alors, ces immunoglobulines sont plus couramment appelées anticorps. Elles permettent d'éliminer un agresseur externe de type bactérie, virus ou protéine dans le cas d'une allergie. Ces agresseurs, on les appelle antigènes. Alors, voici ici une représentation d'une immunoglobuline. Voilà sa structure schématique. Et donc, comment ça se passe? On a des agresseurs externes, virus ou bactéries, qui pénètrent l'organisme. Ici en Y, c'est nos immunoglobulines qui vont venir entourer les agresseurs, et ce qui va envoyer un message auprès des cellules éliminatoires comme les macrophages afin qu'elles viennent attraper ces agresseurs externes et les éliminent selon plusieurs façons possibles. Et enfin, la dernière fonction que l'on va voir sont les protéines dites de stockage qui permettent donc de stocker des petites molécules ou des ions. C'est le cas par exemple de la ferritine qui va stocker du fer. Alors la ferritine, on la retrouve essentiellement au niveau du foie, qu'on retrouve ici. Et donc pour te montrer que les protéines assurent une multitude de fonctions, je vais survoler avec toi 2-3 exemples un peu plus particuliers, comme la protéine dite d'antigel qui permet aux poissons de survivre dans des eaux à 0 degré ou inférieures à 0 degré. On a également la protéine de fluorescence qu'on retrouve chez les méduses ou chez les vers luisants. Et par exemple encore la protéine de colle chez les moules qui permettent à celle-ci de s'accrocher au rocher. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première vidéo? C'est que la protéine est composée de carbone, hydrogène, oxygène, azote avec des traces de soufre et de phosphore, que c'est une molécule dite de première importance pour son abondance, sa présence universelle et sa diversité, et enfin qu'elles assurent une multitude de fonctions, aussi bien structurelles que dynamiques, comme par exemple la structure, le mouvement, le catabolisme, le transport, la signalisation, l'immunité, le stockage, etc. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite.